Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Approche générale. Le spectateur en QUETE du jeu, et réciproquement. André Gardy, Univ. Lyon 2. Parfois, au risque de cheminer d'un pas lourdement chaussé, il devient impérieux de faire retour sur des questions élémentaires et massives du type de celle-ci. L'image subjective existe-t-elle ? Si oui, à quoi la reconnaît-on ? Comment même la définir ? Dans quelle mesure cette subjectivité est-elle le fait de ma lecture, ou celui de l'image elle-même ? À quelle subjectivité renvoie l'image subjective ? Si celle-là caractérise l'état d'un sujet qui éprouve, qui agit, qui est agi, qui pense, qui émet des opinions, qui porte un jugement, etc., celle-ci renvoie-t-elle au sujet producteur de l'image ? Au sujet dont parle l'image, ou encore au lecteur de l'image ? À l'opposé, suivant les termes d'un débat éculé, faut-il renvoyer l'image filmo-photographique du côté de la seule objectivité ? On se souvient probablement de la vieille dispute, au sens médiéval, entre la revue cinétique et les cahiers du cinéma sur la neutralité ou le caractère idéologique de l'appareil de base. Il s'agissait de savoir si les lois optiques et celles de la perspective étaient ou non situées du côté de la classe dominante 1. En fait, dans un cas comme dans l'autre, le problème est mal posé. L'image filmo-photographique en soi n'est ni objective ni subjective. Elle est le résultat d'un ensemble d'opérations d'origine à la fois machinique et humaine. Plus précisément, toute intervention du machinique nécessaire à la production de l'image est placée sous le contrôle, volontaire ou non, de l'humain. La focale de l'objectif, la lumière, le grain de la pellicule, le format de l'image, etc., sans compter naturellement le cadre, la mobilité ou non de la caméra, la durée du plan, etc., tombent sous le coup de la décision humaine, c'est-à-dire sous le coup d'un acte proprement subjectif. La question est alors de savoir si cet acte est présent en quelque manière, ne serait-ce que sous forme de trace, dans l'image qu'il contribue à produire. Dès lors, on entrevoit bien le rapport qui se tisse ici avec la question de l'énonciation. Bien entendu, ce n'est pas le seul lieu de manifestation de la subjectivité. Elle se rencontre aussi du côté de l'énoncé, et dans ce cas-là, je me demande s'il ne serait pas plus juste de parler d'effet de subjectivité. Précisément, parler d'effet de subjectivité, c'est présupposer que cet effet est lisible par un sujet, qu'il est susceptible d'agir sur lui. Le spectateur se trouve ainsi réinscrit dans le processus discursif et communicationnel. Ce serait même là le lieu central de la subjectivité. Et mon hypothèse sera alors la suivante. Pour devenir manifeste, la subjectivité filmique doit rencontrer sinon activer celle du spectateur. Autrement dit, c'est à ma propre subjectivité que j'évalue celle du film. Naturellement, je ne suis pas dupe et n'irai pas jusqu'à prétendre qu'il faut et qu'il suffit que ma subjectivité soit sollicitée pour qu'un film soit subjectif, car à ce compte-là, sauf cas d'indifférence notable, tout film serait subjectif. Non, ce que je voudrais désigner par une formulation aussi abrupte, c'est la nécessaire prise en compte de la subjectivité spectatorielle dans l'évaluation de la subjectivité filmo-cinématographique. La démarche n'est pas aisée, les pièges sont nombreux, mais je suis convaincu qu'il faut faire un pas, fût-il hésitant, de ce côté-là. C'est donc ce que je me propose ici en procédant à une lecture-analyse d'un film documentaire diffusé voici quelques mois sur Planète, et intitulé « La double vie de Donna Ermelinda de Aldose ». Et d'abord, pourquoi ce film ? On s'en doute, pour des raisons purement subjectives. C'était il y a plusieurs semaines, alors que j'avais à l'esprit cette communication à faire. J'étais sur la piste d'un possible rapport entre la subjectivité et ce que j'ai appelé ailleurs la monstration à énonciation marquée 2. Dès le visionnement, j'ai su que ce film était un excellent objet de réflexion. Dès le visionnement aussi, il a balayé mon questionnement en cours. L'énonciation marquée passait à l'arrière-plan au profit de cette évidence. Ce film ouvertement subjectif ne cessait de susciter de ma part un investissement subjectif massif. Quelque chose de l'ordre des affects bien sûr, se jouait dans la réception de ce film. Entre lui et moi se produisait un effet de mise en phase, de résonance, d'échange. Bref, une relation qui, parce qu'elle touche de très près aux affects, et par là peut troubler la démarche rationnelle, demande à être nommée de façon aussi neutre que possible. Je propose de parler dans ce cas,
comme il advient lorsqu'on tente de régler son poste de radio sur la bonne fréquence de syntonisation. Il me semble aujourd'hui que l'une des caractéristiques du film à caractère subjectif, c'est d'activer ce processus de syntonisation, de produire chez le spectateur le sentiment d'une forme particulière de dialogue muet avec le film, de produire cette forme de complicité par laquelle se manifeste la sympathie au sens premier. Qu'en est-il advenu alors avec la double vie de Donna Ermelinda ? C'est comme bien souvent, sinon toujours dans ce cas-là, du côté du vécu personnel qu'il faut chercher les raisons de l'investissement affectif. Qu'on veuille bien excuser la présence quelque peu envahissante de l'ego, mais comme disait Jean-Jacques Rousseau, c'est la quête de la vérité qui importe, ne serait-ce que la vérité de la démarche. Il y a donc eu le lieu même des événements évoqués, Maputo et le Mozambique. À 3 titres au moins, cette contrée lointaine et qui ne bénéficie même pas du charme de l'exotisme, ce n'est pas toute l'Afrique qui se prête à l'économie touristique, a pour moi valeur émotionnelle. Le fait d'abord qu'elle soit liée au Portugal et à sa langue. Réminiscence lointaine, émue et heureuse de mes séjours à Coimbra et Lisbonne. Réminiscence moins heureuse mais tout aussi forte de cette période d'ébullition où les rues et magasins se couvraient du Angola et Nossa, de la période salazariste. Le traumatisme de la guerre d'Algérie résonnait en écho derrière cette fièvre arrogante. Le fait ensuite que lors de ma quête d'un emploi à l'université française, je fusse à 2 doigts d'obtenir un poste à double localisation, Paris 5 et Maputo. Le fait enfin de l'expérience cinématographique dont le Mozambique fut le centre. Je veux parler de l'aide que Cuba apporta à ce pays, au moment de son indépendance, en mettant en place un dispositif de réalisation-production légère, notamment à base de Super 8 et 16 mm. Pour ce faire, il délégua certains réalisateurs sur place comme Rui Guerra. Or c'est du même Rui Guerra que je vis Nelicita, tourné au Mozambique, et projeté lors de l'édition 1979 du FESPACO 3, lieu d'ancrage de mon intérêt pour le cinéma africain. Ainsi et de surcroît, que ce soit au lieu et à l'espace évoqués dans le film que je sois immédiatement sensible ne me paraît pas trop surprenant. Il y a eu ensuite le sujet même de l'histoire rapportée. Cette quête-enquête sur un personnage tout à la fois singulier, mystérieux et scandaleux, celui de la grand-mère du réalisateur, Donna Ermelinda, sorte de vieille dame indigne qui aurait pu servir de modèle à René Alliot. Le mystère de cette figure à la fois entrevue et disparue, que le discours familial structure autour d'un secret inavouable, ne peut qu'entrer en écho avec un grand nombre de spectateurs si l'on en croit Serge Tisseron et ses secrets de famille 4. On me pardonnera de ne pas m'étendre sur cet aspect puisque cela touche sinon au secret, du moins à la pudeur. Cependant, c'est probablement au rapport que ce personnage a établi avec son entourage que j'ai été le plus sensible. Qu'au moment de l'indépendance du Mozambique, la grand-mère ait choisi de rester à Maputo, de prendre la nationalité mozambicaine et en conséquence quasi directe, de couper les liens avec sa fille, pose non seulement la question des racines, mais encore et surtout celle de la rencontre des cultures et du racisme. C'était là retrouver en écho une part de mon expérience lors de mes 8 années passées en Côte d'Ivoire. Cette relation entre la communauté blanche de l'ex-colonisateur et la communauté autochtone, ainsi que les choix éthiques auxquels elle contraint offrent d'étranges similitudes dans l'Est comme dans l'Ouest africain. Cet incessant renvoi spéculaire du film sur mon expérience se renforçait du reste, par ces images quasi familières du Maputo d'aujourd'hui, avec ses grands immeubles, ses zones d'habitat précaires, ses rues encombrées de cyclistes, bus et piétons que l'on retrouve en de nombreux points du continent. Bien d'autres détails seraient notables car bien d'autres éléments sont entrés en syntonisation avec mon vécu personnel, mais je me limiterai à ces quelques données, d'une part parce qu'elles me paraissent les plus importantes, encore que dans ce domaine qui touche de si près à l'inconscient on ne soit jamais assuré de ce qui est réellement important, d'autre part parce qu'il me semble plus essentiel du point de vue de la démarche d'indiquer le processus de résonance plutôt que d'en dérouler le détail. Mais dira-t-on, en quoi ce processus est-il lié au caractère subjectif du texte filmique ? En quoi même est-il signe de subjectivité ? Ce n'est pas parce qu'en présence d'une tache d'encre en forme vague de papillon je me remémore mes terreurs enfantines, que la figure est pour autant subjective. Ce n'est pas parce qu'un film peut être le support, ou le prétexte, de mes projections intérieures qu'il est nécessairement subjectif.
On sait combien l'activité fantasmatique peut se nourrir de denrées curieuses et imprévues. De surcroît, pour en revenir plus directement à mon propos, qu'est-ce qui m'assure qu'un documentaire géographique sur le Mozambique n'aurait pas eu la même force évocatrice, n'aurait pas suscité la même montée émotionnelle du vécu? C'est qu'ici intervient la forme discursive propre au film analysé. La syntonisation suppose le réglage de deux dispositifs différents et coprésents. Or, la double vie de Donna Ermelinda s'offre immédiatement comme un film documentaire autobiographique. D'emblée, il s'affiche par la voix-over qui dit « je ». D'emblée, il se donne comme la relation d'une quête conduite par l'auteur-réalisateur, comme une sorte de retour aux sources de sa propre enfance, comme un moment singulier du roman familial. Il marque ouvertement son parti pris de subjectivité et par là, mais selon un processus qui reste encore à éclaircir et en direction duquel j'esquisserai quelques pas plus loin, appelle la sympathie de ma subjectivité, ouvre la porte aux vibrations de l'affect. C'est donc à observer de plus près l'organisation discursive du film qu'il convient maintenant de s'attacher. Ce qui immédiatement attire l'attention, c'est la démultiplication des jeux linguistiques. Il y a bien sûr d'abord, surgissant sur les premières images, celle d'un enfant qu'une caméra amateur et familiale aurait enregistré, le jeu de l'auteur, le jeu sur lequel repose le pacte autobiographique et sur lequel il faudra faire retour. Il y a ensuite, tout aussi frappé de subjectivité puisqu'inscrit au cœur du journal intime, le jeu de Donna Ermelinda, rendu sonore et perceptible par le truchement d'une voix anonyme qui lit quelques extraits du cahier de confession. On ne manquera pas de noter que ce jeu se structure dans le film autour d'une béance, qu'il est lui-même béance puisque le secret dont est détenteur et porteur ce jeu s'est envolé avec les pages arrachées du cahier. La caméra montre nettement les restes de l'arrachage. Il y a enfin la cohorte des jeux des divers témoins interrogés. Eux-mêmes se répartissent en trois catégories. Les membres de la famille, la mère, la cousine, la grand-tante et la sœur de l'auteur, les témoins extérieurs, le fidèle employé de maison, l'ancien employé du club ferroviario, les intimes, Mukavel, l'homme avec qui Donna Ermelinda a passé les dernières années de sa vie, et Jem, celui qui apparaît clairement comme ayant été son rival. On remarque que ces trois groupes sont de plus ou moins grande partialité à l'égard des événements suggérés. La famille préserve ses intérêts. Mukavel et son probable rival affichent une relation de proximité affective avec Donna Ermelinda. Les témoins extérieurs apparaissent comme les plus objectifs, car ils semblent beaucoup moins impliqués matériellement ou affectivement dans la vie de la grand-mère. Si leur prolifération active un effet global de subjectivité, ces jeux n'ont pas tous le même statut discursif. Certains ont une fonction éminemment déictique, ils sont du côté de l'énonciation, leur sens premier est de dire « je suis celui qui est impliqué dans et par le discours qui se tient ». C'est le cas notamment pour l'ancien employé du club ferroviario. D'autres sont immédiatement chargés de subjectivité. C'est le cas particulièrement du jeu, du journal intime puisque la disparition de la grand-mère renforce la dimension émotionnelle de ses confidences. Il y aurait probablement lieu d'analyser avec plus de rigueur le jeu de ces intensités affectives pour essayer de mieux comprendre comment s'opère la gradation du jeu, à dominante déictique, et donc renvoyer essentiellement du côté de l'acte d'énonciation, au jeu, comme vecteur central de la subjectivité. Mais cela courrait le risque de me faire perdre de vue les autres marqueurs de subjectivité de la double vie de Donna Ermelinda. En particulier ceux qui sont en relation avec l'iconique visuelle du film. Un premier critère permet de les organiser, celui de leur diversité matérielle, sinon de leur hétérogénéité. Il y a en premier, au sens du récit premier, l'iconique visuelle de l'enquête en cours. Il y a ensuite l'iconique visuelle des films de famille, image initiale de l'auteur enfant, trace témoin de la visite de la grand-mère en Afrique du Sud à l'occasion du mariage de sa petite-fille. Il y a encore les images filmées des actualités portugaises, de la vie d'antan à Lourenço Marques, devenu Maputo, ou du moment de la décolonisation. Il y a enfin les photos filmées, soit dans la continuité d'un mouvement d'appareil, soit en insert. Photos qui pour l'essentiel saisissent seules ou ensemble l'auteur et sa grand-mère, à des âges différents. Cependant, il est probablement plus pertinent de tenter une organisation fondée sur un autre critère, celui de la plus ou moins grande subjectivité. Autour de deux axes, celle-ci me semble se développer.
l'iconique visuelle renvoyant à la source énonciatrice et donc au jeu, auteur, l'iconique visuelle renvoyant plutôt au personnage de la grand-mère. Ce sont là les deux foyers d'incandescence subjective, et ils ne manquent pas de se rencontrer, sinon se superposer en de nombreux moments. Tout ce qui s'éloigne de ces deux axes perd en force subjective. Ainsi en va-t-il avec les moments qui évoquent la vie de Maputo, du Mozambique ou du Portugal. Encore que là aussi, la dimension subjective soit susceptible de modulation fine. En témoignent par exemple les plans brefs ayant plus ou moins fonction de plans de coupe, sur la vie quotidienne et actuelle à Maputo ou encore les quelques moments où le narrateur-auteur parcourt divers lieux dans sa recherche de Mucavel puis sa rencontre avec lui. Il s'agit probablement des moments les moins frappés de subjectivité. Les images d'archives sur Lourenço Marques, la révolution des œillets au Portugal ou l'indépendance du Mozambique, sont à première vue celles qui sont les plus éloignées de la quête en cours puisqu'elles ont été filmées en totale indépendance des événements fondateurs de l'enquête. De surcroît, leur source énonciatrice première n'est pas la même que celle du film en cours. En ce sens, ces images sont au même niveau que le journal intime, avec néanmoins une différence capitale. Leur sujet est étranger au roman familial alors que le journal intime est, lui, au cœur de l'incandescence. Cependant, elles ne sont pas dénuées de subjectivité, puisqu'elles font revivre imaginairement le contexte social dans lequel vécut Dona Ermelinda, et qu'ainsi elles sont attirées dans sa zone de gravitation. Tout en lui appartenant, elles disent le passé d'une société, un passé collectif donc mais qui a été aussi celui de la grand-mère. On se rend compte alors que la plus ou moins grande force subjective provient non du contenu de l'énoncé, mais de l'opposition entre le présent et le passé. Le présent, hormis celui du travail d'enquête lui-même, est coupé de la grand-mère puisqu'elle ne l'habite plus, alors que tout ce qui touche au passé réactive sa présence. Ce phénomène apparaît avec force lors de la visite de l'ancienne maison familiale ou encore du Club Ferroviario. Les images sont au présent. Ce n'est qu'une maison vide que nous découvrons, dénuée de signes vraiment particuliers. Ce n'est qu'une sorte de centre culturel que nous découvrons, où l'on enseigne la danse, mais les paroles des personnages réactivent alors le passé de ces lieux et du même coup la grand-mère devient présente, de même que le narrateur-enquêteur puisque se dit le geste qui consiste à retrouver les traces pertinentes du passé. C'est ainsi la parole qui charge de subjectivité l'iconique visuelle. Ce processus de subjectivisation, en fait, doit être perçu comme signe d'une procédure plus générale et plus complexe. La subjectivité filmique n'est pas liée au caractère subjectif ou non de l'image filmo-photographique mais au fonctionnement du discours filmique. En d'autres termes, la subjectivité n'est pas d'ordre langagier mais d'ordre discursif. Ce qui signifie qu'elle n'est pas un donné langagier, mais le produit d'un agencement filmique singulier. Un indice fort, sinon une preuve, en est fourni en deux occasions dans la double vie de Dona Ermelinda. Il s'agit d'abord des plans en caméra subjective, particulièrement ceux où la caméra s'avance, tenue à l'épaule, dans la maison de la grand-mère. Pour le spectateur, à ce moment-là, il est clair que cette progression chaloupée à travers les diverses pièces ou le long de l'escalier est celle du narrateur-auteur en personne. Nous serions en présence d'images typiquement subjectives. En réalité, ce n'est qu'un effet de sens résultant de plusieurs données. Le fait que j'ai vu le personnage auteur dans la maison, la présence du verbal et du musical, la corrélation du mouvement d'avancée avec l'idée même de quête, etc. L'image n'est pas subjective. Elle est simplement. Un autre moment, lui aussi, apparaît comme particulièrement subjectif, celui où l'on visualise l'activité de crochet, occupation obligée de la grand-mère. L'image en gros plan insert de la broderie et de la pelote n'a en soi rien de notablement subjectif, mais surgissant sur la lecture off du journal intime, au moment où il est dit « J'ai appris le piano et le crochet », elle semble visualiser l'univers domestique de Dona Ermelinda, et ce d'autant plus sûrement que l'instant d'après sera évoqué, toujours par la lecture du journal intime, son mariage et le statut d'épouse bourgeoise qui fut le sien. Dans les deux cas, l'effet de subjectivité de l'image résulte de l'activité conjointe de plusieurs facteurs, résulte du travail propre à l'agencement discursif. Dès lors, on comprend l'importance du pacte autobiographique dans la réception de la subjectivité cinématographique puisqu'il constitue un engagement sur un certain mode de fonctionnement du film lui-même. Or la double vie de Dona Ermelinda se donne d'emblée comme autobiographique.
Les premières images, venues semble-t-il d'un film amateur, ne sont-elles pas celles de l'auteur enfant comme le suggère la voix off entendue à ce moment-là ? Je suis né et j'ai grandi en Afrique du Sud. L'identité du narrateur et du personnage est donc posée. Reste, suivant les critères de Philippe Lejeune 5, à établir la concordance de ces deux instances avec celle de l'auteur. Cela interviendra un peu plus tard lorsque la voix off narratrice évoquera les pattes en forme de lettres, avec lesquelles le prénom Aldo est composé. En centrant son propos autour de la figure du personnage narrateur-auteur, le film affirme avec force sa dimension subjective et par là pose les bases de la bonne attitude coopérative du spectateur 6. Les conditions de la mise en phase, de la syntonisation, sont réunies. Il reste à tenter de voir son fonctionnement. Le jeu, de la voix narratrice off en est le pivot central. C'est autour de lui que se structure l'investissement spectatoriel. Pour qu'il y ait syntonisation, c'est du moins l'hypothèse que je formulerai, il faut et il suffit que le jeu du discours fonctionne comme une place vide, comme un espace à occuper. Non pas le jeu, en tant qu'équivalent des trois instances auteur-narrateur-personnage, mais la part du jeu, renvoyant au personnage. Jeu est un autre pour autant qu'il renvoie au personnage. La syntonisation suppose que je puisse prendre place dans la chaîne d'équivalence, à la place de ce dernier. Dès lors, le film raconte toujours un peu mon existence et par là on appelle à ma subjectivité. Cette condition étant remplie, le spectateur s'accommode avec beaucoup de souplesse du pacte autobiographique. J'aurais même tendance à penser qu'il est assez peu regardant à cet égard. L'exemple de la double vie de Donna Ermelinda me paraît, de ce point de vue, assez symptomatique. Bien qu'il se donne comme tel, ce film est-il réellement autobiographique ? Aldozé raconte-t-il réellement l'enquête que lui-même a conduite pour retrouver le secret de sa grand-mère, Ermelinda ? La personne filmée comme étant la mère de l'auteur, est-elle réellement sa mère ? Quelles sont les preuves dont je bénéficie ? À vrai dire, pour ce qui concerne le travail de syntonisation et mon investissement subjectif, que les faits soient avérés ou non n'a aucune importance. En ce sens, il convient de distinguer les conditions propres au film autobiographique des conditions propres à l'activité de syntonisation. Dans le premier cas, en raison même du pacte, le discours relève du principe de vérité. Dans le second importe seul le principe de compatibilité. Il faut et il suffit que les faits avancés ne soient pas logiquement incompatibles pour qu'ils soient acceptables. Il faut et il suffit qu'entre la personne filmée comme étant la mère et la personne filmée comme étant Aldozé lui-même, il n'y ait pas d'incompatibilité majeure, au niveau de l'âge et des traits physiques par exemple, pour que je puisse accepter comme plausibles les faits affirmés. De la même manière, il me suffit de noter quelques lointains échos entre l'image de l'enfant et celle de l'adulte pour que j'admette la relation d'identité impliquée par le film. Par là se trouve posée la question de l'iconicité de l'image filmo-photographique. Peut-elle servir de preuve pour établir dans le film autobiographique l'identité entre les trois instances auteur-narrateur-personnage ? Deux moments précis de la double vie de Donna Ermelinda me permettent d'en douter. Le premier au cours de cette séquence surprenante chez le sorcier. On y reconnaît fort bien la mère du narrateur, mais le jeune homme qui se trouve à ses côtés n'entretient qu'un rapport assez lointain avec les autres images du narrateur enquêteur. S'agit-il encore de la même personne ? Le second intervient sur la fin, alors que le narrateur enquêteur en compagnie de Moukavel se rend au tombeau familial. Curieusement, alors que jusque-là dans le film les personnes interviewées regardaient non pas en direction de la caméra mais sur le côté, à la place que l'on imagine assignée à l'interviewé, ici, alors que l'on voit sur le côté gauche Aldo, le narrateur enquêteur, Moukavel ne s'adresse pas réellement à lui. Il semble plutôt parler à une personne qui serait dans le hors-cadre à proximité du caméraman. Comme à ce moment-là Moukavel évoque à proximité du cercueil les tout derniers instants de la grand-mère, on est en droit de supposer que la personne à qui il s'adresse est un proche de Donna Ermelinda. Serait-ce cet inconnu qui serait alors le véritable conducteur du film, tandis que la figure de Aldo ne serait qu'une simple doublure ? Si oui, alors l'identité entre les trois instances n'aurait plus cours et le caractère autobiographique du film ne serait qu'un artifice. En dépit du jeu qui semble assurer la jonction, rien ne m'assure que la figure iconique du personnage soit en même temps celle du narrateur, sa voix reste off, et celle de l'auteur. Rien ne me dit, en dépit des lettres de l'alphabet qui reconstituaient le Halda,
En dépit des photographies familiales, en dépit des films amateurs, en dépit de la constante figure de l'enquêteur que Aldozé, le réalisateur du film, ressemble à ce jeune homme que tout désigne comme étant Aldozé. Dès lors, la véracité des faits et assertions avancées par le film peut être mise en doute. L'autobiographie documentaire peut n'être qu'une fiction. Cette Donna Ermelinda peut n'avoir jamais existé, si ce n'est dans l'imaginaire d'Aldozé et dans le film qui lui donne vie. Mais si tel était le cas, cela ne mettrait en cause ni l'activité de syntonisation, ni mon investissement émotionnel. Au contraire même. Que m'importe d'une certaine manière que Aldozé ait tel ou tel visage, que la figure iconique du film soit son image à lui ou celle d'un autre. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'un certificat d'authenticité mais d'une figure support pour mon imaginaire. Cette figure doit être présente et absente, suffisamment souple en tout cas pour que je puisse me glisser dans l'espace en creux du jeu personnage qu'elle représente. En effet, ces images qui sont censées être celles d'U ou des personnages doivent être en même temps un peu les miennes. Lorsque le film reprend des images d'actualité, le groupe des jeunes filles chantant la gloire du Portugal par exemple, elles sont censées illustrer le contexte socio-idéologique dans lequel a vécu Donna Ermelinda. Cependant, elles sont un peu aussi les images du Portugal dont j'ai le souvenir. Ce Portugal qui sous Salazar ne cessait de se mentir à lui-même en essayant de se convaincre de sa puissance et de sa grandeur jusque dans les amphithéâtres des cours d'été à l'université. Que se passe-t-il encore lorsque la caméra suit les déambulations du narrateur enquêteur dans la nuit et les bars de Maputo? J'ai à l'esprit le souvenir de mes propres sorties nocturnes dans la moiteur d'Abidjan. J'ai aussi en mémoire tant d'images venues des films africains où la vie nocturne et citadine tient une si grande place. Je superpose ainsi aux images et sons du film en cours mes propres images souvenirs. Mais je le fais en respectant le principe de compatibilité. Ces images que j'ajoute ne doivent pas être incompatibles avec celles que propose le film. Elles sont comme une sorte de broderie personnelle, que je dessine en accord avec la trame du film. Comme si, dans l'espace en creux du film, j'inscrivais un ensemble de connotations essentiellement personnelles, celles qui justement font toute la singularité et la force émotionnelle de ma lecture-réception. L'histoire de ce jeu, qui est né et a grandi en Afrique du Sud, devient aussi un peu la mienne, non parce que j'aurais vécu réellement ou par procuration les mêmes événements et situations, mais parce que je peux me glisser dans le discours filmique en lui ajoutant la part de connotation qui m'est propre et qu'il ne cesse de susciter. Et c'est bien à ma propre subjectivité que je reconnais celle du film. En ce sens, l'image subjective n'existe pas, seul le discours filmique peut être subjectif, du moins peut produire des effets de subjectivité. C'est dire que le spectateur devient une donnée fondamentale de l'analyse. C'est lui qui, parce qu'il entre en relation de résonance avec le film, éprouve directement la force subjective des effets produits. En fait, la subjectivité résulte de la syntonisation d'un double dispositif, celui de l'appareil psychique du spectateur, celui de l'organisation discursive du film. C'est ce réglage qui me permet de tisser sur le discours premier du film, mon propre discours, certes quelque peu lacunaire, flottant, d'intensité variable, mais toujours en rapport de compatibilité avec les propositions du film. Je est certes toujours un autre, à la condition toutefois que cet autre puisse devenir un peu le je que je suis. Tel serait peut-être l'enjeu du récit autobiographique. Émergence du jeu, dans la fiction TELEVISUELLE. L'adresse au spectateur dans l'œuvre de Pierre Cardinal, 1956 à 1964. Gilles Delaveau, Univ. Paris 8. Dans un article intitulé De l'émergence du jeu au cinéma 7, Jacques Gerstenkorn note qu', une force esthétique spécifique s'attache au moment d'émergence de telle ou telle figure de subjectivité. Je vais m'intéresser à l'une de ces figures, l'adresse au spectateur, non pas au cinéma mais à la télévision, et plus précisément dans une œuvre où cette figure me paraît avoir une force esthétique singulière, celle du réalisateur Pierre Cardinal. Je voudrais, pour commencer, situer cette œuvre dans son contexte, puis en indiquer la trajectoire et en décrire les premières étapes. Le moment d'émergence que je vais considérer correspond du point de vue que j'adopte ici, à la période la plus inventive de la télévision française, la fin des années 50 et le début des années 60. Cette période est celle d'un certain âge d'or. C'est la télévision des pionniers,
c'est-à-dire d'une génération pour laquelle l'ambition culturelle va de pair avec la recherche et l'invention d'un langage. L'ambition culturelle se manifeste de la manière la plus nette et la plus spectaculaire, à travers les grandes émissions dramatiques réalisées en direct. La diffusion du répertoire théâtral, classique français aussi bien qu'étranger, va largement contribuer à donner à la télévision ses lettres de noblesse. On joue Molière, Marivaux, Musset, Beaumarchais, Hugo, etc., mais aussi Goethe, Kleist, Tchekhov, Gogol, Ibsen, Pirandello, Oscar Wilde. Pour répondre à la diversité des goûts du public, on diffuse aussi bien le théâtre de boulevard que les meilleurs auteurs contemporains. Claudel, Giraudoux, Sartre, Camus, Monterland, Pagnol, Guitry. Les programmes de l'année 1950 comprennent déjà une quarantaine d'émissions dramatiques, dont la moitié sont des pièces classiques. On en arrive, à partir de 1954, à une périodicité de 2 émissions dramatiques par semaine, soit une centaine dans l'année. Ce nombre ne variera guère jusqu'en 1965. Cette belle santé de la télévision française eut cependant son revers. Vers la fin des années 50, la direction des programmes constate que le répertoire théâtral s'épuise. Elle préconise alors l'adaptation de nouvelles, genre littéraire qu'elle considère comme particulièrement appropriés aux standards de durée idéale du spectacle télévisé. Le téléthéâtre va progressivement laisser place à ce qu'on appellera désormais la dramatique. Parallèlement, au début des années 60, un long débat oppose, chez les réalisateurs et parmi les critiques, partisans et adversaires de la dramatique en direct. L'argument principal des partisans de la dramatique sur support 16 mm est que seul le film, par la plus grande précision qu'il autorise dans le travail de la lumière et du son, dans le découpage comme dans le montage, peut donner au réalisateur l'entière maîtrise de sa mise en scène. Entre 1960 et 1965, la dramatique filmée va progressivement supplanter la dramatique en direct. Mais il est une autre raison, moins avouée, à la préférence grandissante pour le tournage des dramatiques sur film, l'attrait exercé par le cinéma sur des réalisateurs qui, souvent issus de l'IDEC et ne pouvant espérer au cours des années 50, trouver rapidement leur place dans la profession cinématographique, sauf à accepter une position subalterne pendant 10 ou 15 ans avant d'avoir leur chance comme metteur en scène, pouvaient acquérir ce même statut à la télévision en quelques années. Au cours de la seule année 1961, une dizaine de réalisateurs de la télévision parmi les plus connus tentent, en profitant de la brèche ouverte par les cinéastes de la nouvelle vague, de poursuivre leur carrière au cinéma. Aucun ne réalisera de films marquants, et ils retourneront à la télévision. Ce qui fera dire aux critiques André S. Labarthe et Jacques Siclayer. Les hommes de la Tom V souffrent d'un complexe. Loin de faire profiter le cinéma de leur propre expérience, ils veulent faire oublier ce qu'ils ont fait avant de réaliser un vrai film. En passant au cinéma, ces nouveaux réalisateurs font des films contre la Tom V en abandonnant délibérément ce qui, sur le petit écran, était leur style pour prendre le style cinéma ou ce qu'ils croient tel. Nous pouvons déceler dans cette erreur d'optique l'influence fâcheuse de ces idées reçues sur la concurrence non plus économique mais esthétique du cinéma et de la télévision. Les jeunes réalisateurs qui viennent de la Tom V veulent apprendre à parler un autre langage. Soit. Combien de films ratés encore faudra-t-il pour qu'ils comprennent que cet autre langage ne doit pas faire table rase de celui qu'ils ont élaboré par ailleurs ? 9. Ce jugement sévère, émis par 2 observateurs attentifs de la télévision de l'époque, a l'immense mérite de reconnaître une vérité trop oubliée. Les réalisateurs des années 50, tout en cherchant par nécessité leur inspiration à la radio, au théâtre ou au cinéma, n'ont cessé de s'interroger, au travers même de ces emprunts, sur ce qu'était, ou pouvait être, la spécificité de leur art. 1. Contradiction d'une télévision culturelle. Cette constatation, bien entendue, n'atténue en rien les contradictions du modèle français de télévision qu'on peut situer au moins à 2 niveaux. D'une part, le décalage entre le discours sur la création, le postulat d'une spécificité de l'écriture télévisuelle, et l'influence persistante du modèle cinématographique, due en partie à l'origine professionnelle des réalisateurs. D'autre part, le développement d'une politique des réalisateurs, qui s'estiment investis d'une mission de démocratisation culturelle, notamment à travers la diffusion du patrimoine littéraire, et qui finissent par obtenir, en 1963, le statut d'auteur de leurs émissions,
au détriment d'une politique d'auteur, au sens courant de ce terme, comme c'est le cas par exemple à la télévision anglaise où les réalisateurs sont plutôt considérés comme des techniciens. En 1964, au cours d'une série de débats sur les potentialités dramaturgiques de la télévision organisée par la compagnie Renaud-Barrault, Alain Robbe-Grillet a beau jeu de stigmatiser ces contradictions. Son interlocuteur, André Franck, directeur des émissions dramatiques et ardent promoteur de l'École des Buttes-Chaumont, lui demande s'il estime que dans le domaine de la fiction, on a désormais atteint des formes spécifiquement télévisuelles. Robbe-Grillet lui répond sans détour. Non seulement on n'a pas atteint ces formes, mais j'ai l'impression qu'on ne les a pas du tout cherchées, et que l'idéal de l'atome V a été d'aboutir directement à une sclérose, comme si l'atome V s'était donné pour but de transmettre par la petite image un roman, un cinéma ou un théâtre déjà sclérosé. Que le roman ait tendance à se figer sous les formes romanesques du XIXe siècle, mettons que ce soit un inévitable inconvénient de la culture, mais que l'atome V en naissant soit aussitôt en train de s'enfermer dans des formes qui n'ont jamais été télévisuelles, romans, théâtre, etc., c'est quand même assez effrayant. 10. Je résume la suite de l'échange. Mais, objecte André Franck, lorsqu'on a diffusé Tout ce qui tombe de Beckett ou Cent merveilles de Marguerite Duras, n'y avait-il pas là une louable tentative de renouveau ? Non, répond Robbe-Grillet, c'est même ce qu'il y a de pire, ces écrivains ont été pris en otage. Leur statut d'auteur d'avant-garde a servi de caution pour continuer à faire de la télévision traditionnelle. C'est aussi bien contre Beckett ou Joyce que la télévision doit inventer ses propres œuvres. Mais enfin, poursuit André Franck, est-ce que la télévision pouvait dans un premier temps faire autre chose que d'explorer les genres existants du théâtre ou du roman ? Bien sûr qu'elle le pouvait, répond Robbe-Grillet. Voyez le cas du cinéma. Au moment de son invention, il n'a pas tout de suite pensé que l'idéal c'était de faire du Zola ou du Benjamin Constant. Cette idée lui est venue ensuite. Au début, il s'agissait vraiment de faire du cinéma. À la télévision, une adaptation ne pourra être intéressante que si elle crée une œuvre nouvelle. 11. Et Robbe-Grillet conclut que la télévision ferait mieux, plutôt que de ne proposer un sous-théâtre, un sous-cinéma ou un sous-roman, de rechercher de véritables auteurs de télévision. Jean Thibaudot, collaborateur de la revue Telle Quelle, fut brièvement l'un de ces auteurs. Il résume parfaitement les contradictions du projet culturel et pédagogique de la télévision d'alors, lorsqu'il déclare « Diffuser un jour Shakespeare, un jour Pirandello, un jour Brecht, c'est culturel, c'est informatif, ce n'est pas créateur. C'est du musée, et à la télévision les chaises de Ionesco font partie du musée d'art moderne. » 12. La critique à la fois la plus virulente et la plus argumentée des fictions télévisées a été formulée par François Regnault, au début des années 80, dans un texte intitulé « Plus bas que tout », sobrement sous-titré « Essai sur les Buttes-Chaumont », dont voici l'exorde. Plus bas que tout. Dans un des cercles les plus profonds de l'enfer des arts, là où le génie même de Dante, trop véhément, trop imaginatif, trop passionné, refuserait de s'aventurer, il y a une nappe stagnante et glauque, une masse immense et molle, ni animale, ni végétale, ni minérale, un grand champ d'épandage, une décharge écœurante et anonyme, faite de débris flottants, de gravats amalgamés et de grumeaux sans nombre. Le vieillard qui passerait par là perdrait aussitôt ses souvenirs. L'adolescent renoncerait tout d'un coup à ses projets d'avenir et l'enfant désapprendrait à dessiner, à chanter, à jouer. C'est le lieu où gisent les dramatiques de la télévision. 13. L'une des thèses de ce texte, qui importe pour notre propos, est la suivante. La dramatique est une adaptation, et elle n'est qu'adaptation. Tirée d'un scénario original, elle est encore l'adaptation de ce scénario. Sa réalisation est nécessairement servile, puisqu'elle se met volontairement dans la dépendance d'une œuvre qu'elle tient, pour plus grande qu'elle. Ainsi, parce qu'elle institue une dissociation irréparable de la forme et du contenu, la dramatique aboutit nécessairement à une fiction sans force, à une absence d'œuvre. Humilité vicieuse des réalisateurs et qui induit chez eux, dans la critique toujours, et parfois dans le public, cette attitude de soumission puérile et paralysée à l'égard des chefs-d'œuvre que même l'école ou le lycée qui les analyse n'impose pas. Aucun grand film, on voudra bien le vérifier, n'est ni ne fut jamais l'adaptation d'un grand chef-d'œuvre,
sans doute parce que les moyens de la littérature et ceux du cinéma ne sont pas les mêmes, et parce qu'une fois qu'une fiction a été prise dans une forme particulière, c'est de part en part qu'il faut la détruire pour la soumettre à une autre forme. 14. On reconnaît ici l'écho du précepte de Bresson, repris par Godard. Ce qui a passé par un art et en a conservé la marque ne peut plus entrer dans un autre 15. Peut-on faire œuvre de télévision sans détruire l'œuvre littéraire qu'on prétend servir ? Je laisse la question en suspens, en remarquant simplement qu'il conviendrait de distinguer la pièce de théâtre, le roman et la nouvelle. Regnault concède d'ailleurs dans une note, il semble que la nouvelle, par sa brièveté, puisse donner lieu à de vrais films 16. Si l'on peut déplorer que la télévision française n'ait pas su, comme la télévision anglaise, se constituer un vivier d'auteurs, et qu'elle ait de plus échoué à partir de 1960 à amener les jeunes cinéastes à travailler pour elle, il serait hasardeux d'en conclure que, se contentant d'adapter de grandes œuvres, l'ambition culturelle et pédagogique ait purement et simplement étouffé la création. Parce qu'ils s'appuyaient sur des textes préexistants, les réalisateurs ont été conduits, dans la période qui nous intéresse, d'une part, à mener une réflexion approfondie sur le problème de l'adaptation, d'autre part, à donner une importance prépondérante au travail de mise en scène. Quand on parle de la télévision des années 50 et 60 comme de la télévision des réalisateurs, on aurait tort de ne retenir de cette expression que la connotation corporatiste. Ces réalisateurs qui ont fait la télévision, et qui assurément y exerçaient dans les années 50 et 60 un véritable pouvoir, ont aussi été des inventeurs de formes, ou plus précisément, puisque c'est là le propre de la télévision, des inventeurs de dispositifs. La question de la spécificité du spectacle télévisé, qui alimente tant de réflexions au cours de ces 2 décennies, est pour les réalisateurs rien moins qu'une question abstraite. Elle est d'abord pour eux objet d'exploration méthodique et d'expérimentation. Ce qui est en jeu, c'est le réglage d'une relation avec le spectateur qui ne soit ni celle de la radio, ni celle du théâtre, ni celle du cinéma. Très vite on convient que la relation avec le téléspectateur doit se fonder sur 2 données essentielles. C'est une relation directe, c'est une relation d'intimité. De ces 2 principes, Pierre Cardinal va tirer toutes les conséquences. 2. Le jeu, dans les fictions télévisées des années 50. Mais avant d'en venir à son travail, je voudrais énumérer quelques réalisations remarquables, dont certaines restées fameuses, qui montrent ce souci de la télévision d'instituer avec le spectateur un rapport inédit. En janvier 1953, Frédéric Rossif consacre une émission à l'œuvre cinématographique de Sacha Guitry. Celui-ci y présente son documentaire Ceux de chez nous, réalisé en 1914. Guitry a été filmé assis derrière son bureau. Il parle en lisant son texte, jetant de temps à autre un coup d'œil en direction de la caméra. Il s'adresse à nous depuis son espace privé, son bureau de travail, qui a été fidèlement reconstitué en studio, et où il se trouve entouré de ses objets familiers. Le sentiment d'adresse directe et d'intimité est tel qu'André Bazin, dans sa critique de l'émission, croira que celle-ci est réalisée en direct. Mais si la relation télévisuelle est conçue comme une relation d'intimité, c'est aussi et surtout parce qu'elle pénètre l'espace privé du spectateur. Bazin exprime cette idée de manière saisissante quand il évoque la retransmission du couronnement de la reine d'Angleterre, en 1953. La télévision, écrit-il, nous a permis de vivre des heures dans l'intimité d'une reine, je dis bien son intimité. D'abord parce que la télévision divisait le spectacle en millions d'images individuelles. Cette même année 1953, la télévision s'apprête à diffuser pour la première fois une tragédie de Racine, Andromaque. Jannick Arbois, critique à Radio Cinéma, s'inquiète. Supportera-t-on l'intrusion chez soi de ces démons brûlants que sont les tragédiens ? Après l'émission, elle est rassurée. Grâce à la mise en scène appropriée du réalisateur Claude Vermorel, les imprécations d'Hermione et les fureurs d'Oreste, écrit-elle, ont trouvé dans nos appartements étroits l'écho qui leur convenait. 19. En 1956, Pierre Desgroupes, Pierre Dumaillet et Claude Barma créent la série En votre âme et conscience. Ils insèrent dans la fiction d'un procès reconstitué des interventions en regard caméra de l'un des producteurs de l'émission. Celui-ci, dont on sait qu'il a écrit le scénario et les dialogues, s'interroge face au spectateur sur le déroulement de l'action. Assis à une table, il consulte ses notes, formule des hypothèses, nous interpelle.
Dans la série Les 5 dernières minutes de Claude Lourcet, c'est de l'intérieur de la fiction policière que le téléspectateur se voit interpellé par le protagoniste. Dans tel épisode de 1958, par exemple, on voit l'inspecteur Bourrel dans son bureau interrompre brusquement les confidences qu'il est en train de nous faire sur la progression de son enquête, pour aller voir dans la pièce voisine si par hasard quelqu'un n'est pas en train de l'écouter à travers la porte. Rassuré, il revient vers nous, mais l'arrivée d'un suspect qu'il doit interroger l'oblige à abréger ses confidences. Nous assistons alors au dialogue des deux hommes avec l'étrange sentiment d'être présent pour l'un, mais de demeurer, si l'on peut dire, invisible pour l'autre. Un dernier exemple. En 1961, un film de Jean Prat, Haute-Claire, adaptation d'une nouvelle de Barbé d'Orvilly, Le bonheur dans le crime, avec Michel Piccoli et Mireille d'Arc, est reçu comme le modèle achevé de la dramatique télévisée. On y voit à diverses reprises le personnage narrateur, un médecin de famille interprété par Paul Francoeur, installé derrière son bureau comme le serait un journaliste, pour commenter les faits dont il est témoin. Il s'adresse directement au téléspectateur, en regard caméra, sans jamais quitter pour autant son statut de personnage. Il faut souligner que dans toutes ces fictions, les moments d'adresse au téléspectateur n'ont rien de déstabilisant, et qu'on ne saurait y voir la moindre transgression, ce qui serait assurément le cas hors le genre comique, au cinéma. Il ne s'agit pas là, comme on l'a dit parfois, de procédés de défictionnalisation, propre à décourager l'identification éventuelle au personnage, mais de la reconnaissance partagée par le téléspectateur que la pression fictionnelle, l'expression est de Christian Mess, est tout simplement moins forte à la télévision qu'au cinéma. 3. La série Gros Plan, une mise en scène du jeu. Comme la plupart des réalisateurs de télévision de sa génération, Pierre Cardinal vient du cinéma. Il a été élève de l'IDEC, de 1946 à 1948, puis y a enseigné la mise en scène. Il réalise 2 films pour le cinéma 21 avant d'entrer, en 1956, à l'âge de 32 ans, à la télévision. De 1956 à 1961, il se fait connaître comme producteur et réalisateur de la série documentaire Gros Plan 22. À partir de 1961, il se consacre principalement à la réalisation de dramatiques puis de téléfilms. Par rapport à nombre de ses confrères tentés par le cinéma, on pourrait caractériser schématiquement la démarche de Pierre Cardinal par un double refus. D'une part, refus de la conception traditionnelle de l'adaptation, d'autre part, refus de l'imitation du style nouvelle vague ou cinéma vérité alors en vogue. La série Gros Plan fait partie de ces émissions, aussi nombreuses que variées, fondées sur la rencontre et le dialogue avec une personne célèbre. Qu'il agisse d'une conversation à bâton rompu, rendez-vous avec, d'un entretien structuré, lecture pour tous, d'une visite à domicile, visite à, d'un jeu, qui êtes-vous ? L'invité est amené à se raconter et à se confier en direct, à se livrer de manière plus ou moins intime. Pendant les 2 premières années, l'émission de P. Cardinal est exclusivement consacrée à des vedettes de la scène ou de l'écran. À partir de 1959, le choix s'élargit à des auteurs, écrivains, scénaristes, peintres, cinéastes. Dans tous les cas, il s'agit, à travers l'évocation d'un parcours professionnel, de découvrir la personne privée derrière l'image ou le masque de la personne publique. Dans les meilleures émissions du genre, l'intérêt tient parfois moins à la personnalité de l'invité qu'au talent de l'interviewé. C'est au cours de cette première décennie que l'interview se constitue comme genre télévisuel. Ce qu'on appelle alors l'art de l'interview, fait l'objet de nombreuses réflexions de la part des critiques comme des professionnels, les Dumayet, Desgroupes, Lazareff, Thévenot, Salbert, Roger Louis, qui en discutent régulièrement dans la presse les méthodes et les enjeux. Pour mesurer la portée des choix techniques et artistiques qui vont l'être ceux de P. Cardinal pour sa série Gros Plan, on peut la comparer avec une émission comme Lecture pour tous. Soit telle séquence où Pierre Dumayet interroge Roger Vaillant au sujet de son dernier roman. Ce qui retient l'attention du spectateur, c'est d'abord le spectacle de l'échange, la connivence des 2 hommes, la conduite de l'entretien, l'intelligence des propos. Mais tandis que l'interviewé s'efforce par ses questions, de cerner la part autobiographique de l'ouvrage, le réalisateur, Jean Prat, loin de simplement suivre la conversation, s'emploie pour sa part à composer visuellement un véritable portrait de l'écrivain.
Grâce à un découpage d'une extrême précision qui articule face et profil en cadrage de plus en plus serré, il traque la moindre expression, le moindre geste. Autre séquence de la même émission, autre spectacle. Pierre Dumaillet reçoit Alain Robbe-Grillet à l'occasion de la parution de son roman La Jalousie. Pendant que le journaliste, s'adressant à Robbe-Grillet, s'efforce de définir l'originalité de l'ouvrage, la caméra s'attarde sur le visage de l'écrivain qui, avec une sorte de sourire retenu, écoute attentivement son interlocuteur, mais en évitant soigneusement de le regarder. Le silence insistant de Robbe-Grillet oblige Dumaillet à s'engager progressivement dans une interprétation risquée du roman que son auteur se garde bien d'infirmer ou de confirmer. Dans les deux cas, la place assignée au téléspectateur est celle d'un témoin extérieur. La réalisation visuelle, loin de sacrifier, comme c'est le cas aujourd'hui, à la convention cinématographique du champ contre champ pour donner l'illusion au spectateur qu'il est partie prenante de l'échange, le maintient au contraire délibérément en retrait. Proche de la scène et cependant en dehors, pur observateur des visages que la caméra scrute pour lui sans relâche. Par rapport à une telle émission, la série Gros Plan offre une double originalité. D'abord, au lieu d'être réalisée en direct et largement improvisée, l'émission est filmée après avoir été minutieusement préparée. Pendant les semaines qui précèdent le tournage, P. Cardinal rencontre à plusieurs reprises son invité. Ils envisagent ensemble les différents thèmes à aborder et construisent méthodiquement le plan de l'émission. À l'issue de ces entretiens, le réalisateur rédige un premier synopsis qu'il soumet à l'invité et à partir duquel celui-ci écrit le texte qu'il donnera ensuite l'impression d'improviser en un long monologue, face à la caméra. Car c'est là l'innovation de l'émission, P. Cardinal refuse le dispositif de l'interview. Au moment des prises de vue, il s'efface totalement pour laisser son invité seul face aux téléspectateurs. L'émission, d'une durée d'environ 45 minutes, se présente donc comme une suite de longs plans séquences, entrecoupés de 4 ou 5 extraits de films, où l'invité, filmé à son domicile, se raconte et se confie en s'adressant directement aux téléspectateurs, sans le relais habituel de l'interviewé. Arrêtons-nous un instant, à titre d'exemple, sur un gros plan de 1958 consacré à Maria Cazares 23. Cette émission est exemplaire de la démarche du réalisateur. Composer un portrait en forme d'autoportrait. Ce qui rend l'émission particulièrement intéressante, c'est que les propos de la comédienne sur le déroulement de sa carrière et l'exercice de son métier s'accompagnent d'une réflexion sur sa situation présente face à la caméra de P. Cardinal, c'est-à-dire sur la performance qu'elle est, ici et maintenant, en train d'accomplir. À la première image, la comédienne, cadrée en gros plan, s'adresse aux téléspectateurs en ces termes. « Voyez-vous, je n'aime pas monologuer. Et pour ce qui est de penser, je préfère ne pas le faire à haute voix. Or je fais que vous êtes là. Oh oui, je le sais. J'en ai même le souffle coupé. Mais je sais aussi que si vous me voyez, si vous pouvez me regarder, si vous pouvez m'entendre, vous ne pouvez pourtant pas m'interrompre, ni même exprimer par des réactions, ou bien par un silence éloquent votre refus ou votre approbation. Cela me gêne terriblement, et me handicape pour vous parler. » La comédienne, souriante mais visiblement troublée, ne cesse de baisser les yeux vers le texte qu'on devine devant elle. Elle se tient penchée en avant, dans une attitude de très grande proximité. Elle poursuit. C'est une raison pour laquelle je préfère m'adresser à un public qui est devant moi, et qui, même dans une salle obscure, peut m'exprimer par des rires, par une qualité de silence, ce qu'il pense, et peut m'apporter sa vie et son émotion. C'est pourquoi je préfère le théâtre à la télévision. Mais déjà à la télévision directe, quand elle est directe, il y a une part qui aide le comédien. Nous savons que nous nous adressons à un public qui suit en même temps que nous parlons ce que nous disons. Cela nous aide, et si nous ne sommes pas avec eux dans l'espace, du moins nous le sommes dans le temps. Mais imaginez maintenant avec moi, le cinéma. Commence ici un court travelling arrière qui élargit un peu le cadre. Maria Cazares oublie ses notes, donne l'impression d'improviser davantage. Elle veut nous faire comprendre ce qu'est pour une comédienne de théâtre, l'expérience du cinéma. Rien, personne à qui vous adresser directement, aucune présence qui vous aide mais au contraire, devant vous, l'œil implacable de la caméra, l'œil terriblement indiscret et monstrueusement grossissant de la caméra qui vous fouille jusqu'à l'âme et autour de vous une trentaine de regards attentifs et indifférents.
C'est une impression absolument atroce. C'est une gêne comme je ne saurais pas vous expliquer. Après avoir néanmoins explicité son sentiment d'impudeur face à la caméra, elle conclut, vous comprenez? Puis, comme si elle réalisait qu'elle est à la télévision. Oui, j'oubliais, vous ne pouvez pas me répondre. Comment caractériser une telle émission? J'en retiendrai les traits suivants. 1. L'émission se fonde sur un texte écrit. L'invité ne profère pas une parole spontanée, il parle son texte. Cardinal avait initialement conçu son émission à partir d'extraits de films qui occupaient les 2/3 de l'émission et que commentait son invité. Les extraits de films ont progressivement disparu, ou bien ont été réduits pour ne plus venir qu'en contrepoint du texte. 2. Ce texte est mis en scène et interprété comme une conversation avec le téléspectateur. L'adresse au spectateur, que Andreas Labarthe définissait comme la cellule mère de tout langage télévisuel, c'est bien sûr d'abord le regard à la caméra 25, mais c'est aussi l'emploi régulier et parfois insistant du pronom personnel vous pour désigner le téléspectateur et l'impliquer dans l'échange. Le téléspectateur au singulier visé chez lui dans son foyer. Comme dans cet autre gros plan consacré à Jean Marais, où l'acteur commençait ainsi. Je suis chez vous en ce moment et je n'y suis pas. Vous dînez peut-être et vous ne m'invitez pas. Vous êtes assis et vous me laissez debout. Et peut-être même, pendant que je parle, me critiquez-vous et parlez-vous de moi comme si je n'étais pas là. 26. 3. Se dessine ainsi ce que j'appellerais l'espace de la conversation. Cet espace n'est ni le lieu d'où nous parle l'invité, ni le lieu d'où nous l'écoutons. Filmé à son domicile, dans le décor familier de son appartement, il ne nous donne pourtant jamais le sentiment de nous recevoir chez lui, tandis que sa présence chez nous s'avoue soit comme fiction, Jean Marais, vous me laissez debout, soit comme convention, Maria Cazares, j'oubliais? Vous ne pouvez pas me répondre. C'est que la conversation avec le téléspectateur se déploie dans un espace qu'il faut bien dire télévisuel, et qu'André Bazin avait précisément défini en 1956, à l'occasion du compte-rendu d'un récital de poésie par le comédien Jean-Marc Tenberg. Décrivant l'évolution du comédien dans l'espace neutre du studio ainsi que sa manière de s'adresser au spectateur, Bazin écrivait « Je crois bien n'avoir jamais eu comme ici le sentiment qu'il existait un espace spécifique de la télévision, espace déterminé d'une part par l'objectif de la caméra et de l'autre par la section du petit écran. » Et Bazin terminait son article par cette image. Tenberg inscrit la poésie dans l'espace comme les fumeurs virtuoses leurs anneaux de fumée. Les mots sortent de sa bouche et viennent vers nous en gros 627. Ainsi, l'espace de la conversation serait cet espace situé en quelque sorte en deçà de l'image, entre le spectateur et l'écran, entre l'acteur et le spectateur. 4. Le dispositif de la conversation télévisuelle, ainsi défini, est un dispositif de contrainte et d'abord pour celui qui parle. Il n'impose pas seulement d'adopter le ton de la confidence, comme dans beaucoup d'émissions, il oblige à risquer une parole qui est souvent une parole qui avoue. Bazin disait « La morale esthétique de la télévision est celle de la franchise. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.